suprême. Le Parlement se réunit aujourd'hui en congrès au château de Versailles pour faire de la France le premier pays du monde à inscrire explicitement dans sa constitution l'interruption volontaire de grossesse afin de protéger le droit à l'avortement jugé en recul dans de nombreux pays. C'est l'aboutissement d'une idée défendue par la gauche, embrassée par le camp présidentiel après la remise en cause de ce droit fédéral aux États-Unis en 2022 et finalement soutenu par le chef de l'État il y a un an. Ce président baptisé mais ne s'affichant pas en catholique pratiquant se dit sensible à la transcendance. Il discute du sujet avec le pape François, mais on pourrait dire que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Le discours des Bernardins semble un petit peu loin. Il avait sans doute suscité des espoirs démesurés. La question est maintenant de savoir comment situer ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer, puisque c'est tout à l'heure, sous un angle plus vaste et ce que cela peut être prédit de l'avenir de nos sociétés. Fabrice Edjadj a coutume de réfléchir à ces questions-là. Il est philosophe, directeur de l'Institut Philanthropos en Suisse, près de Fribourg, membre du Conseil pontifical pour les laïcs. Son dernier opus s'intéresse à la question du pouvoir dans l'Église, Penser les abus dans l'Église aux éditions du Cerf, des loups déguisés en agneaux. Bonjour Fabrice Edjadj. Bonjour Louis. Et là, on se décale quelque peu sur la question aujourd'hui de cette liberté garantie de la femme de recourir à l'IVG. C'est une avancée ou un recul du droit ? Alors, il est évident qu'on veut être dans une logique de l'avancée. Le principe, d'ailleurs, du discours présidentiel, c'est faire avancer le progrès, quel qu'en soit le prix, d'une certaine façon. Et comme l'a très bien montré mon ami Olivier Rey dans une tribune qu'il avait donnée au Figaro, on voit bien que l'idée de progrès bat de l'aile, enfin, elle pique du nez, et puis elle s'est même crachée sur le sol depuis quelque temps. Et à partir du moment où on a des gros doutes sur le progrès social, parce qu'on parle de la gauche aujourd'hui, mais en fait, ce qui se passe, c'est que la gauche a troqué le progrès social, qui est sa tâche, et qui est une tâche noble, au profit d'une sorte de progrès des droits sociétaux. Bon. Et donc, on voit bien que le progressisme s'effondre, qui était une idée finalement très très moderne, on est dans des temps post-modernes. Alors, qu'est-ce qui nous reste ? Il faut dire, on avance. Ah oui, regardez, on avance encore. On avance quand même. Et alors, on avance quand même, et donc on prétend qu'il y a là un progrès des droits sociétaux, un progrès des libertés. Alors voilà, ça c'est déjà la première logique, c'est-à-dire qu'effectivement, on nous présente une avancée à tout prix, fût-ce au bord du précipice, il faut avancer. Oui, c'est une avancée, mais toujours plus au bord du précipice. Donc ça fait aucun doute. Deuxième chose, effectivement, il y a cette réaction à la décision américaine qui n'a pas été l'idée d'abroger un droit à l'avortement, mais de déléguer aux États et non pas en faire quelque chose de l'État fédéral. Et d'une certaine façon, l'enjeu ici, c'est de dire il faut, dans ces situations-là, voir les cas particuliers. Il faut se souvenir que Simone Veil, qu'on a transformé en égérie de l'avortement comme droit fondamental, alors qu'elle a été plutôt favorable à la manif pour tous, par exemple, et qui aussi bien au moment de son discours historique de 74, mais aussi 30 ans après, a dit l'avortement est toujours un échec, sinon un drame. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre une dépénalisation et puis l'évolution dont on voit un progressive à un droit fondamental et maintenant à une inscription de la Constitution. Et donc, il y a une sorte de déni que ceci, bien sûr, peut-être que la question de la liberté se pose, mais de quel acte s'agit-il ? Est-ce que c'est comme aller acheter un produit dans un supermarché ? Et vous voyez, il y a une sorte de banalisation et de méconnaissance des situations réelles. Et donc, le fait de l'inscrire dans la Constitution, c'est mettre dans la hiérarchie des normes la chose à un niveau qui fait que... Un stade ultime, mais d'une certaine façon, on ne voit plus les cas et les histoires particulières. C'est-à-dire l'idée, c'est une automatisation technocratique de ce qui était autrefois une simple dépénalisation. Et puis, la chose, il y a encore deux choses. Une des choses qui me frappe, moi, c'est le fait que nous sommes dans une époque de déclassement de l'Europe, où finalement l'Europe est obsédée à créer les conditions du droit à la mort. Or, d'une part, l'euthanasie, d'autre part... Qui va venir bientôt. Voilà, qui va venir bientôt. On sent bien que c'est dans la suite. Et qu'on inscrive dans une constitution des choses qui sont toujours du côté du droit à
disparaître. Mélenchon voulait un droit à l'euthanasie inscrit dans la Constitution aussi. Donc, vous voyez, ce droit à disparaître, ce droit à ne pas avoir d'enfants, ce droit à... C'est quand même dans la logique de la dénatalité généralisée et de quelque chose qui est plus qu'un hiver démographique, ce que Michel Rocard, pour parler d'un homme de gauche, appelait le suicide démographique de l'Europe. Donc en fait, ici, c'est l'inscription dans la Constitution de ce qui va déconstituer l'Europe. Et la France en premier lieu, puisqu'elle veut être la pionnière dans la déconstitution. Bon. Et enfin, le point qui, moi, me trouble peut-être le plus, parce que je m'intéresse beaucoup aux questions aussi de philosophie politique, c'est sur la nature d'une constitution. Bon, des juristes ont dit, à juste titre, ça n'est pas le rôle d'une constitution que de devenir un catalogue de droits sociétaux. Qu'est-ce qu'une constitution ? Parce qu'il y a aussi ça qui est un problème. D'ailleurs, quand vous lisez la Constitution de 1958, vous vous posez la question de savoir à quel endroit vous allez placer ce droit. C'est très étrange, à côté du fait que l'hymne national est la Marseillaise. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en jeu. En plus, il est écrit que cette Constitution défend l'expression pluraliste des opinions. Et on a l'impression ici que c'est museler toute possibilité. On l'a vu avec l'affaire de CNews récemment. C'est-à-dire, dès que quelqu'un ose remettre en cause ou dire peut-être qu'il y va d'un homicide, peut-être que l'embryon est humain, peut-être que là, tout d'un coup, une levée de bouclier, il faut absolument faire taire. Donc la question, c'est une question déjà de la démocratie elle-même et de la pluralité des opinions qui est inscrite dans la Constitution. Mais d'autre part, le but d'une Constitution, c'est de proposer les méthodes, les modes pour pouvoir parvenir à une décision démocratique, politique. Donc, le but d'une constitution, c'est d'établir la moyen de délibération et de décision d'un peuple face à des questions de bien commun. Or, qu'est-ce que vient faire cela à l'intérieur d'une constitution ? Parce que ça n'est pas simplement, je dirais, une déconstitution de la France, mais c'est aussi une déconstitutionnalisation de la Constitution, au sens où l'objet d'une constitution, c'est d'abord l'ordre politique et de dire les moyens pour un peuple de légiférer, de décider, de s'orienter. Vous estimez qu'on n'est pas dans l'ordre des moyens, mais qu'on est dans l'ordre de l'opinion, du parti pris ? C'est non seulement la question d'opinion, mais c'est que la Constitution n'est pas le lieu pour parler de ce type de droit même. Et que si on le fait remonter là, on est dans une situation où on perd le sens d'une Constitution qui a d'abord un sens d'organisation politique, d'organisation de la cité et de la question de la délibération, de la décision, du jugement pratique. Comment on décide ensemble quelque chose à l'intérieur d'une cité. C'est d'abord ça, une constitution. Depuis Aristote, ça a toujours été pensé comme ça. Donc, qu'est-ce que ça vient faire ? Voilà. Donc, c'est effectivement plus un symbole, aberrant, je veux dire, à tout point de vue. Pourquoi aberrant ? Parce que tout ce que je viens de vous dire, ça n'a pas beaucoup de sens, en fait. Et même, à la limite, je dirais, quelqu'un qui défendrait même la dépénalisation de l'avortement, resterait sur la ligne de Simone Veil, originelle. Je pense que Simone Veil était quand même garde des Sceaux, donc vous voyez, elle se serait aussi troublée de voir ce renversement, en fait, même de l'ordre du droit. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on veut, au mépris de la logique même institutionnelle ou constitutionnelle, donner une sorte de symbole fort que la France avance toujours, et même si c'est contre le mur ou au bord du gouffre. Comment penser, Fabrice Adjadj, justement le droit, la notion de droit qui est très forte, la rhétorique du droit permet d'obtenir beaucoup de choses aujourd'hui. Il suffit quasiment de mettre le mot droit et on l'obtient. Oui, c'est dans la continuité de la question des droits de l'homme et l'oubli. Alors, on a insisté sur la question des devoirs, des obligations de l'homme. Il y avait une première idée qu'il fallait penser au moment de la Révolution française, les droits et les devoirs de l'homme, et pas simplement une question du droit. Mais surtout, on confond la question du droit avec la question de la permission ou de la licence. Voire même, on change en droit ce qui pourrait être une permission exceptionnelle, liée à un cas exceptionnel ou à une minorité, et on veut en faire un droit général. Ça, c'est un problème. Bon, c'est un problème, Joseph de Maistre l'avait montré depuis la Révolution française, c'est-à-dire qu'à partir du moment où
on se met à se méfier du roi, mais aussi des autorités, donc des juges. Il va y avoir une prolifération des lois et on va légiférer jusque dans des endroits qui sont des cas particuliers, ce qui est une aberration par rapport à la loi qui doit s'occuper de ce qui est général. Mais d'autre part, il y a cette réduction, en fait, du droit, non pas à désigner ce que le nom indique, c'est-à-dire ce qui est droit, ce qui relève d'une droiture et qui doit être absolument garanti, avec ce qui peut être une permission dans des cas particuliers. Et donc, en réalité, derrière, on voit bien qu'il y a aussi une perte du sens du niveau politique, c'est-à-dire du sens du niveau du bien commun, de l'homme comme animal politique, pour ramener tout à une gestion des individus. Et c'est juste ça, avec un individu qui est considéré comme une sorte d'être, un consommateur finalement, à qui on présente différentes options dans un supermarché et qui est toujours libre de choisir ceci ou cela, quoi. On a le sentiment, Fabrice Adjadj, qu'il y a deux empathies très sélectives qui s'opposent sans se parler entre les défenseurs de l'IVG qui voient un aboutissement de cette liberté donc garantie à la femme, cette potentialité. Le curseur, c'est donc la femme, et puis les opposants qui estiment que le curseur doit être le bébé qu'elle porte, et que l'un et l'autre ne se parlent pas, jamais dans ce débat, ou c'est rare. Oui, bon, il y a deux choses. D'abord, il y a une question anthropologique, c'est-à-dire savoir si... c'est vrai que la femme a cette particularité de quand même naturelle. Alors la nature est peut-être fasciste, inégalitaire, mais de pouvoir porter un enfant. Donc forcément, c'est là que ça se joue. C'est pas un droit, d'ailleurs... on ne va pas écrire « tout homme a droit à l'interruption volontaire de grossesse ». Vous voyez, donc déjà, pourquoi est-ce qu'on va dire « toute femme » ? Bon, c'est déjà un problème. C'est déjà une discrimination. Oui, et puis c'est une universalité qui devrait être portée dans la Constitution, mais là, voilà, qui n'est pas complètement universelle. Donc, effectivement, c'est introduire la femme comme telle, mais la femme, justement, on voit bien qu'il y a un féminisme où l'identification de la femme à une mère et comme une sorte de violence faite à la femme. Donc, en fait, sur quoi il faut s'interroger, c'est on voit bien qu'il y a un féminisme de l'individu et non pas un féminisme du féminin ou de la femme, puisque c'est au mépris de ce qui est une possibilité propre et naturelle. Alors, bien sûr, on peut déconstruire le concept de nature, etc. On peut dire qu'on peut accuser les gens de biologisme. Enfin, à une époque d'écologie, ça pose aussi un problème. Donc, il y a une sorte de contradiction. La deuxième chose, me semble-t-il, c'est qu'on est dans une situation où la question n'est pas simplement la femme, mais la mentalité générale d'un désespoir européen. C'est-à-dire... l'idée que le projet occidental n'a pas accompli ses promesses de progrès généralisé, l'idée que nous sommes dans une crise environnementale et une crise peut-être d'extinction. Il y a quelque chose qui est vraiment une mentalité qui n'est pas simplement abortive, mais qui est proprement suicidaire. Le fait que le suicide des jeunes est en passe de devenir la première cause de mortalité chez les 15-25 ans, etc. Donc, c'est pour ça que je me dis, est-ce que le chrétien doit être simplement dans des combats sur le droit et lutter frontalement sur ces questions-là ? Il faut en parler, il faut dire les aberrations qu'il y a, et c'est ce que je fais moi-même. Mais en même temps, il faut prêcher l'espérance. Une espérance théologale, c'est-à-dire que les espoirs mondains, les horizons mondains semblent s'être effondrés. Pourquoi est-ce qu'on fait des enfants ? Pourquoi faire des enfants aujourd'hui ? Pourquoi avoir des enfants aujourd'hui ? C'est vrai, ça, pourquoi ? Voilà, bon, j'ai écrit un livre là-dessus, vous savez, vous étiez venu en parler d'ailleurs. Un enfant. Et puis, à présent, j'ai 10 enfants, donc je suis considéré comme une sorte de dévastateur complet de la planète. Mais enfin, j'explique souvent, quand on me pose la question, que je suis tout à fait un être naturel de ce point de vue-là, et très, très proche des bêtes. Voilà, donc on ne peut pas me faire beaucoup de reproches. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut quand même réfléchir à cette question de l'espérance. Il ne faudrait pas qu'au nom du débat juridique qui doit avoir lieu, nous, chrétiens, nous soyons en retard sur l'annonce de la bonne nouvelle, dans un monde qui est désespéré,
qui est plus obscur que celui de l'an 1000 et voilà, où les gens, dès qu'ils ont peur de lever la tête. Donc on voit bien, cette fin du progrès fait qu'on est réduit à cette question des progrès sociétaux, et en fait, pour ne pas voir qu'on se précipite vers une catastrophe. Et dès lors, nous, ce qu'on doit dire, c'est non, il y a peut-être plus d'horizon mondain, parce qu'il n'y a plus d'utopie politique, il n'y a plus de grandes envolées libérales ou marxistes, c'est fini. Il y a cette catastrophe qui se profile de collapsus lié à l'environnement et à l'emballement d'un système techno-capitaliste. Mais nous, on est là pour ouvrir des chemins dans la mer. On est là pour vous dire que vous allez faire le bien, pas parce qu'il va y avoir des lendemains qui chantent, mais parce que l'Éternel vous demande de chanter dès à présent. Et qu'il y a cette question de confiance en la vie. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus que la confiance en la vie est suspendue en la foi en la vie éternelle. Et ça, c'est pour moi l'enjeu fondamental. La vie est suspendue à la vie éternelle. L'idée même de vie ici-bas est suspendue à cette idée, à cette projection. Même si vous voulez défendre la vie au nom de la nature, mais on voit bien que même pour la nature, c'est plié. Je veux dire, la radioactivité naturelle de la Terre qui fait sa chaleur va disparaître au bout d'un moment. Bien sûr que tout ça est accéléré par un certain système lié à ce qu'on appelle l'anthropocène, mais malgré tout, la nature, c'est à la fin le vide, le silence intersidéral. Donc c'est pas là-dessus qu'on peut fonder la confiance en la vie. Donc sur quoi ? Vous voyez, c'est ça. Et c'est cette perte, en fait, de la confiance en la vie dans un horizon historique, puisqu'il y a un effondrement des utopies progressistes, perte de la confiance en la vie à partir d'une vision antique du cosmos comme harmonie, que nous ne pouvons plus avoir scientifiquement. Donc qu'est-ce qui reste ? Et c'est pour ça que il y a un boulevard, en réalité, pour l'annonce de l'Évangile. Et il ne faudrait pas qu'on soit piégé simplement dans une position de réaction à un plan strictement politique. Il faut continuer à ce niveau qui est notre mission première. Les évêques de France ont fait part de leur tristesse, et puis certains de leur profonde opposition, enfin certains, la plupart, face à cette évolution. C'est bien au contraire le respect de toute vie, de sa conception à sa mort naturelle qui devait être reconnu comme faisant partie du socle commun, a rappelé en particulier l'évêque de Versailles, puisque c'est à Versailles que les choses se jouent. C'est l'aide aux femmes seules, aux futurs parents en précarité qui voudraient garder leur enfant malgré les difficultés qui devraient nous rassembler. C'est le soutien aux soignants engagés auprès des malades aussi pour sauver des vies, travaillant bien souvent dans des conditions dégradées qui devraient nous mobiliser. L'Église essaie de pointer des éléments de différence aussi et de manière d'aborder la question qui soit différente de celle que l'on entend aujourd'hui. Ce n'est pas facile dans la mesure où sa parole est aussi frappée d'une certaine illégitimité avec tout ce qui s'est passé, Fabrice Adjadj. Oui. Et que vous décrivez aussi dans... Oui, alors bon, plusieurs choses. D'abord, dans ce texte des évêques, il y a deux choses qui me frappent. C'est d'une part de dire, attendez, la question de l'avortement, c'est pas simplement une décision individuelle. On ne va pas tomber sur une femme parce qu'elle a pris cette décision-là. Il faut voir quel est son contexte. Et en réalité, c'est la destruction du tissu social, des solidarités sociales, de l'accompagnement dans l'ordre de la vie. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a une question sociale. Et ramener la chose simplement à des individus et jeter la pierre à la femme qui a avorté, c'est quelque chose qui est intenable. Parce qu'on voit bien qu'il y a un contexte catastrophique derrière cela. Et voilà. La deuxième chose, c'est que qui est frappé d'illégitimité ? On pourrait très bien... Nous, on doit dire, par exemple, le mariage, on l'a défendu, c'est un homme et une femme. Maintenant, voilà, on a changé la définition du mariage. Qu'est-ce qui se passe ? À mon avis, le discrédit, il est du côté de ce mariage civil, finalement, désormais. Et les gens qui disent maintenant, si on veut avoir un vrai mariage, on ira à l'église. Jacques Derrida, d'une certaine façon, père de la déconstruction, disait il faudrait que la République propose non pas un mariage, c'était plutôt pour l'idée d'une union civile, sans discrimination de genre ni de nombre. Il disait voilà, 3, 4, 5, après tout, mais qu'elle ne parle plus de mariage, car le mariage a un sens religieux. En fait, ce qui se passe à la fin, c'est que le mariage, mais même aussi le rapport à la vie comme positif, donc l'engendrement, va devenir quelque chose qui va de plus en plus être du côté du religieux. Et en réalité, l'illégitimité ou le discrédit est jeté plutôt sur le rapport de la République aujourd'hui avec la vie et avec l'avenir. Et l'offre religieuse devient très différenciante. Voilà, parce que la vie, ce sont les générations futures. Parce que la vie, c'est la question de l'engendrement.
Donc voilà. Alors, quant au cas dont je parle dans ce livre des loups déguisés en agneaux, ce que j'essaye de montrer, c'est que c'est pas un discrédit. Les abus, je parle pas de pédocriminalité, comme on dit dans ce livre, mais plutôt d'abus spirituels qui ont conduit à des abus sexuels avec des adultes, donc autour de l'affaire des frères Philippe et de Jean Vanier. Mais ce que j'essaye de montrer, c'est que loin de jeter un discrédit sur l'Église, cela montre la vérité du dépôt de la révélation, parce que la Bible ne cesse de parler de cela. Et ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on voit tout le temps que ce soit dès le départ, Adam a tout reçu, il abuse. Voilà. Ça commence par un abus spirituel. Abel et Caïn, puis Joseph et ses frères, puis les juges, les rois d'Israël. On voit des gens qui reçoivent des dons de Dieu et qui en font mauvais usage. Et la Bible ne cesse de parler de ça. Et on a cru que la Bible nous parlait d'autre chose, on était dans la nuit, et puis il y a un sauveur qui arrive et qui nous fait aller dans la lumière de manière automatique, sans responsabilité. La logique de la libération n'est pas la logique de la liberté. Or, ce que je montre, c'est que la Bible ne cesse de nous renvoyer à notre liberté et que tous les dons que Dieu nous fait engagent notre responsabilité, notre discernement. Et là, on voit bien que, à travers des logiques liées à l'esprit d'enfance, liées à l'idée d'un esprit saint qui serait une sorte de pilotage automatique, il y a une sorte de déresponsabilisation progressive, et on oublie que l'histoire biblique, c'est sans cesse, ça commence par la lumière, par le don de la lumière, et la question c'est quel usage vas-tu faire de mes dons, voilà. Et est-ce que tu vas te retourner contre moi? Est-ce que tu vas t'enorgueillir? Est-ce que tu vas t'en servir pour la domination ou pour le service? Et donc, c'est une question qui traverse donc la longue histoire. C'est la question générale de l'histoire sainte. Et c'est la question de s'enorgueillir avec les dons que Dieu nous fait. C'est la question de la chute du démon, finalement, et la chute des anges. Et donc, ça nous rappelle qu'il faut faire attention, qu'il faut sortir d'une part d'une vision technocratique de la vie spirituelle, c'est-à-dire où il n'y aurait que des recettes avec des solutions automatiques, et d'autre part, arrêter de lire les choses à travers simplement le journalisme ou les hagiographies, vous voyez, pour revenir à ce sens biblique de la responsabilité, de la justice, où personne n'est débarrassé de son pouvoir, de rendre compte, en fait, de ce qu'il a reçu. Merci Fabrice Adjadj, merci beaucoup. Vous êtes philosophe, je le rappelle. Je précise, je voulais vous faire dire un mot pour conclure, peut-être de matière à penser, les prochains épisodes sur notre antenne. Oui, puisque nous avons une émission avec Galdric Drapé ici sur de philosophie, là sur les pères fondateurs de la pensée occidentale. On est en plein là dans les pères de l'Église. Il y a eu une émission sur Justin. Et la prochaine, c'est sur Saint-Irénée. Voilà, sur Saint-Irénée et sur le rapport entre la vie de l'homme et la gloire de Dieu. Voilà, matière à penser, c'est sur notre antenne avec Fabrice Adjadj, aussi sur le site de la radio. Merci beaucoup Fabrice Adjadj. Merci Louis. Et à bientôt.